bien, bonjour à tous, 17 heures, donc c'est l'heure de notre webinaire sur mon entreprise face à la crise, troisième volet, et si le tribunal de commerce vous aidait à sauver votre entreprise. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de Providers Group Providers Restructuring aujourd'hui. Je suis Franck Bernard et donc je vais avoir le plaisir d'animer pendant cette heure, 1 heure 10, ce webinaire. Donc je suis entouré donc de notre président de Providers Restructuring, Fabien Afchin. Fabien, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour Fabien. J'ai aussi le plaisir d'avoir Amine Amirameza, entrepreneur, chef d'entreprise, ancien président de chambre du tribunal de commerce d'Evry. Amine, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir à tous. Parfait. Nous avons Maître Olivier Lindé, qui est avocat associé chez Gotham Avocat, praticien des procédures collectives. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Et enfin, nous avons Olivier Bauduin, qui est expert comptable du cabinet BLG Conseil et qui est avec nous. Et bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Je suis heureux d'animer ce webinaire. Nous avons fait une trilogie où nous avons expliqué un certain nombre de choses pour toutes les entreprises qui sont en difficulté avec différents degrés et vraiment on a un point d'orgue avec ce troisième webinaire qui nous permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet des procédures collectives et de parler de la situation quand votre entreprise est liée au tribunal de commerce. Je vous rappelle juste pour des questions techniques, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui est sur le côté droit normalement de votre écran. Je vais passer la parole, je vais vous remettre tout dans le contexte, mais ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que l'idée de ce webinaire, c'est que les procédures collectives et aller jusqu'au tribunal de commerce peut être un acte de gestion et que bien souvent l'univers dans lequel on se trouve de crise n'est pas lié, n'est pas de la responsabilité du chef d'entreprise. On est dans un univers qui est parfois compliqué et que le tribunal de commerce peut être aussi un point d'appui pour rebondir et accélérer dans le développement de son entreprise. Donc, vous voyez, alors je vais peut-être réduire un tout petit peu les petits carrés, voilà, pour vous montrer comment nous avons mis en place cette trilogie. Donc, la ligne grise, c'est la tendance que les entreprises doivent avoir dans une situation normale, et certaines entreprises comme l'alimentaire, dans le secteur de l'alimentaire, ont une tendance normale et donc n'ont rien changé, mais bien souvent quand on est face à la crise, il peut y avoir des petits accords. Donc si on l'anticipe bien, il y a surtout des modes opératoires qui sont très opérationnels à revoir, qui sont commerciaux. Ça, c'était l'objet du webinar 1. Dans le webinar 2, on s'est adressé plus à des entreprises qui avaient vraiment besoin de restructurer leur approche de gestion globale. Et donc là, on a été plus sur la partie financière et la structuration de l'entreprise. Donc ça, vous pouvez revoir ces deux webinaires-là. Et puis, cœur du sujet de Provider Restructuring, c'est l'accompagnement des entreprises, particulièrement des PME, quand on est dans une situation de cessation de paiement et qu'on doit aller échanger avec le tribunal de commerce, qui peut être un allié. Et je vais demander à Fabien immédiatement de nous expliquer pourquoi il a choisi de créer Providers Restructuring et nous l'accompagnons dans cette démarche. Donc pourquoi avoir créé Providers Restructuring, Fabien? Alors, tout simplement parce qu'en fait, dans le cadre d'émissions qu'on a eu l'occasion de mener ces dernières années, on a constaté en fait deux grandes situations face à la difficulté, mais de ces situations très contrastées. On a les PME qui subissent et puis les PME qui anticipent. Alors, quand je parle de PME qui subissent, c'est des PME qui
ne prennent pas le taureau par les cornes et qui vont attendre en fait que la procédure tombe par une assignation par un tiers. Et celles-ci sont généralement victimes directement d'une décision la plus sévère qui soit, c'est-à-dire la liquidation judiciaire. Et puis, on a des entreprises qui vont faire l'effort d'anticiper et qui vont se donner en fait toutes les chances de pouvoir en fait sauver l'entreprise et sauvegarder l'emploi. Alors, comment elles ont fait toutes ces entreprises-là? Elles se sont donné en fait les moyens en abordant en fait 3 voire 4 grands sujets. Le sujet juridique bien évidemment, une procédure collective, c'est un acte d'abord juridique, en s'accompagnant du sujet, comptable, c'est-à-dire déterminer de façon très précise les éléments, économiques de l'entreprise. D'une dimension financière, parce qu'il y a aussi cet élément qui est, crucial pour la santé de l'entreprise et au milieu de tout ça, la partie procédure. Il y a en fait tout un monde qui tourne autour de la procédure collective, qu'on présentera dans le détail, un peu plus tard, mais qui est la procédure, les organes de la procédure. Et donc en fait, la volonté de Providers a été de s'attacher en fait l'expertise en fait de ces différents intervenants. Donc on a, demandé au cabinet, Gotham Associés, cabinet d'avocats, de nous rejoindre, pour la partie, bien évidemment juridique. Le cabinet BLG Conseil pour la partie expertise comptable. La partie finance que l'on gère déjà à travers Provider Consulting et puis on a demandé à Amin Amirameza, qui est un ancien, juge, du tribunal de commerce, d'Evry, qui a été président de chambre, de venir nous apporter en fait, une offre particulière qui est la connaissance de la vie des tribunaux de commerce et de la façon dont ils fonctionnent, des éléments sur lesquels ils sont particulièrement sensibles. Voilà, donc en fait, la création de Provider Restructuring, c'est l'amalgame entre 4 domaines d'expertise. On t'entend pas, Franck. On va, voilà, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas mis le micro. On va commencer avec Amine, qui a une double casquette, qui est à la fois ancien président de chambre au tribunal de commerce, mais qui est aussi, et surtout aujourd'hui, entrepreneur et chef d'entreprise. Alors, Amine, je voudrais savoir quand est-ce que je dois me mettre sous la protection du tribunal de commerce? Quels sont les indicateurs qui m'apparaissent et qui doivent m'inciter à avoir cette démarche? Tout d'abord, merci de me passer la parole, Franck. Se placer sous la protection du tribunal de commerce, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment un acte positif, un acte de gestion. Mais surtout, quels sont les signes avant-coureurs? Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les éléments matériels. Dans les éléments matériels, il y a le problème de trésorerie sur lesquels les clients ne payent pas, sur lesquels je dois payer mes fournisseurs, sur lesquels un certain nombre de factures s'amoncellent. Mais ça, on le voit là-dessus. Mais surtout, en tant que dirigeant, le dirigeant est souvent et parfois seul. Et le problème, souvent, il y a des éléments subjectifs qui rentrent en ligne de compte. Et quels sont-ils? Souvent, le dirigeant, il est stressé, il est pris de court, il dort plus, il mange plus, il s'isole. Et à partir de là, c'est vrai que c'est une vraie descente aux enfers. Le fait d'aller vers le tribunal de commerce, c'est un acte positif, comme je le disais, tout simplement parce que les juges au tribunal de commerce, il ne faut pas les oublier, ce sont avant tout une fonction élective et ce sont des bénévoles qui sont présents au tribunal de commerce. Ce sont des dirigeants d'entreprise, ce sont des cadres dirigeants qui sont élus et c'est un mandat consulaire et ils ont une lecture qui est très technique, très professionnelle et non tout simplement juste purement juridiques. Ils sont là et surtout à l'écoute du justiciable. Le fait d'aller vers le tribunal de commerce, c'est avant tout, dans la déclaration de cessation des paiements, un acte volontaire. Et dans cet acte volontaire, c'est vraiment d'attirer l'attention du dirigeant vers le tribunal. Et à partir de là, c'est ne plus subir. Alors, nous avons la chance aussi d'avoir Olivier Bauduin avec nous. Donc, même question pour toi, d'un point de vue d'expert comptable. Comment je sais que je dois me mettre sous la protection en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, la protection du tribunal de commerce? Comme l'a dit Amine, le point de départ, ça va être les problèmes de trésorerie qui vont se conjuguer avec des découverts bancaires et des augmentations de dettes, donc non-paiement des salariés éventuellement,
non-paiement des cotisations sociales et de la TVA, ou s'il y a des problèmes de trésorerie, des demandes de report ou d'échelonnement de dettes fiscales et sociales qui vont s'accumuler de mois en mois. Derrière, il va y avoir éventuellement des créances clients qui ne rentrent pas, donc on va jouer sur les délais de paiement de nos fournisseurs. Donc les deux conjugués vont faire que il faut se poser la question de savoir comment remédier à ça, mais ce sont des signes avant-coureurs d'une situation de difficulté de l'entreprise, et donc derrière faire cette déclaration de cessation des paiements, qui est un acte volontaire de l'employeur qui est aux commandes de son entreprise. Merci Olivier. Alors, Maître Lindé, donc Olivier, tu es avocat. Peux-tu nous dire quelles sont les formes de mise sous la protection du tribunal de commerce? Concrètement, comment ça marche? Oui, alors on a globalement deux grands types de procédures, les procédures dites amiables et les procédures dites judiciaires auprès du tribunal de commerce, sous l'égide du tribunal de commerce. Et le critère déterminant pour le choix de ce type de procédure, au-delà des difficultés que rencontre l'entreprise, eh bien, ça va être la notion de cessation des paiements qui va être vraiment au cœur de ces procédures. Alors pourquoi? Parce que certaines procédures au sein de ce que j'appellerais l'arsenal judiciaire qui est proposé par la loi sont accessibles aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui rencontrent évidemment des difficultés. Et ces procédures, ce sont le mandat ad hoc, la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde. Alors, globalement et très schématiquement, mandat ad hoc, ça s'adresse aux entreprises qui ont donc des difficultés pour tenter, sous l'égide d'un mandataire ad hoc désigné par voie de requête adressée au tribunal, d'essayer de trouver des accords avec les créanciers. Et les créanciers, ça s'adresse plus particulièrement, le mandat ad hoc, aux créanciers que je qualifierais de classiques, hors passif social ou fiscal. La conciliation, elle, s'adresse à tout type de créanciers, y compris les créanciers sociaux et fiscaux. D'ailleurs, une petite parenthèse, il faut bien en dire un mot quand même, la fameuse procédure au chef du CSF, des chefs de services sociaux et financiers, qui est une procédure spécifique pour une entreprise qui rencontre des difficultés, qui a un passif social et fiscal exclusivement, mais c'est une procédure qui a ses limites parce que les délais de réponse du co-chef sont en général de l'ordre de 3 mois, et le maximum de délai que l'on peut obtenir, c'est 36 mois. Donc c'est souvent très insuffisant par rapport aux difficultés rencontrées par l'entreprise. Mais je referme cette parenthèse. Donc nous avons le mandat ad hoc, nous avons la conciliation et nous avons la procédure de sauvegarde. Ces trois procédures s'adressent donc aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, hormis c'est à noter la procédure de conciliation qui est toutefois possible si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements si elle est depuis moins de 45 jours en état de cessation des paiements. La troisième procédure, c'est la procédure donc de sauvegarde, dont le schéma est calqué sur celle du redressement judiciaire, la distinction étant, je le rappelle, donc cet état de cessation des paiements ou non, mais qui est une distinction qui est assez ténue, en tout cas souvent difficile à caractériser. Quand une entreprise est-elle en état de cessation des paiements et quand n'a-t-elle que, si je puis dire, de simples difficultés de trésorerie, même si c'est rarement simple, la frontière est parfois difficile à déterminer. En ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que je n'accorde pas énormément de crédit à ce type de procédure. Alors ça va peut-être faire hurler des administrateurs ou des mandataires qui nous regardent, mais ce que j'ai constaté, moi, c'est que souvent, c'était, comme l'on dit, reculer pour mieux sauter, et les entreprises se retrouvaient dans le meilleur des cas en procédure de sauvegarde, et puis souvent parce que ces procédures de conciliation ou de mandat ad hoc avaient retardé l'échéance, n'avaient
pas d'autre issue que la liquidation. Donc, alors, Olivier, juste avant de rentrer dans le détail des procédures, je vais juste demander à Amine peut-être de nous faire part de son expérience sur ces mandats ad hoc et peut-être nous faire un petit mot parce que lui, avec sa casquette d'ancien président de chambre, peut peut-être nous en dire un peu plus et puis on revient vers toi sur cette partie des procédures collectives. Alors, on va aller très vite sur le mandat ad hoc, la conciliation, mais l'idée, c'est, je suis face à une difficulté, je fais appel au président du tribunal de commerce, qui va nommer un mandataire ad hoc, et en général, ça peut être l'administrateur judiciaire qui est sur le département, et à partir de là, vous allez établir cette mission qui va permettre de renégocier un certain nombre de dettes pour obtenir un moratoire. L'idée, c'est d'aller vite. L'intérêt de cette procédure, c'est qu'elle est confidentielle et que ça peut permettre, en fonction d'un certain nombre de délais, d'aller vite. Aujourd'hui, avec la crise du Covid et la crise économique qui arrive, c'est certainement aussi une procédure qui peut être mise en œuvre. Mais, comme le disait Olivier Lindé, souvent, reculer pour mieux sauter. Donc, on peut éventuellement se retrouver rapidement pour aller vers une déclaration de cessation des paiements. Alors, une fois qu'on a évacué la possibilité du mandat ad hoc, on va continuer sur les procédures dites plus classiques. Donc, Olivier, je reviens vers toi. Oui, en effet. Alors, comme je le disais, bien souvent, malheureusement, de conciliation et le mandat ad hoc, c'est ce que je qualifierais de cataplasme sur une jambe de bois. Pourquoi ? Parce que ces procédures, dans le cadre de ces procédures, il n'y a pas un réel pouvoir coercitif sur les créanciers pour leur imposer des délais, notamment, et contrairement aux procédures collectives que sont la sauvegarde et le redressement judiciaire, sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants. Et de ce fait, et également eu égard au fait que pour qu'elles se soldent par une réussite, ces procédures nécessitent l'accord de tous les créanciers. Il suffit qu'il y ait un créancier important qui ne soit pas d'accord avec les termes d'un échéancier ou d'une remise de dette qu'on lui propose pour que l'entreprise bascule de facto immédiatement en état de cessation des paiements. Donc des procédures qui existent, qui sont utilisées, mais qui malheureusement souffrent, à mon sens, d'un manque d'efficacité. Alors, il y a ensuite les procédures dites judiciaires. On a déjà évoqué la sauvegarde, qui s'adresse donc aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements. Et là, on est dans un cadre, comme je le disais tout à l'heure, qui est calqué sur celui du redressement judiciaire et avec donc un cadre, c'est le cas de le dire, coercitif envers les créanciers et notamment le gel du passif à l'ouverture de la procédure et la possibilité au terme de la période d'observation de présenter un plan de sauvegarde sur une période qui peut être d'un maximum de 10 ans et même 12 eu égard aux dispositions qui ont été prises à titre provisoire dans le cadre de la crise sanitaire et qui ont porté le délai maximum à 12 ans. C'est une ordonnance du 20 mai dernier, donc toute récente. À noter, s'agissant de la sauvegarde, parce qu'il y a un point qui peut intéresser les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui est une distinction majeure avec le redressement judiciaire en termes de protection des cautions. La caution peut opposer, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, les dispositions du plan aux créanciers, contrairement au redressement judiciaire. En d'autres termes, pour dire les choses plus simplement, un créancier, dans le cadre d'un redressement judiciaire, et alors que l'entreprise a validé son plan de continuation et que le créancier est payé sur la durée du plan qui a été homologué par le tribunal, eh bien le créancier peut quand même attaquer la caution. Alors que ce n'est pas possible dans le cadre d'un plan de sauvegarde. La caution continue à être protégée contre les actions des créanciers pendant toute la durée du plan. Alors, le critère déterminant, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'état de cessation des paiements. S'il n'y en a pas, la sauvegarde est accessible. Si la société se trouve en état de cessation des paiements, eh bien là, il faudra avoir recours à la procédure de redressement judiciaire. Et le premier acte positif, c'est
le dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société d'une déclaration de cessation des paiements, ce que nous appelons dans notre jargon la DCP. Pourquoi faire une DCP? Eh bien, déjà parce que la loi nous y oblige. Elle nous y oblige dans le délai de 45 jours de la survenance de cet événement. Alors là aussi, délai qui a été prorogé dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Et qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Eh bien, déjà, j'encours des sanctions personnelles, parce que c'est une faute de gestion que de ne pas déclarer sa cessation des paiements dans ce fameux délai de 45 jours. Qui peut le faire? Qui peut déclarer cette cessation des paiements? Le représentant légal. Un point également à souligner, en cas de pluralité de dirigeants, notamment comme c'est souvent le cas dans les SARL quand il y a plusieurs co-gérants, l'un d'entre eux seul peut déposer la déclaration de cessation des paiements et n'a pas besoin de la signature du ou des autres co-gérants pour ce faire. Alors les objectifs, lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi déposer une DCP, les objectifs, ce sont ceux qui sont assignés par la loi et l'article L631.1 du Code du commerce qui à la fois définit la cessation des paiements et assigne les objectifs que l'on cherche à atteindre à travers cette procédure. Eh bien, ils sont au nombre de 3. C'est la poursuite de l'activité, c'est le maintien des emplois et c'est enfin l'apurement du passif. Voilà, je te repasse la parole, Franck, pour la suite de nos développements. Eh ben, écoute, Olivier, c'est très clair. Alors, on voit que la ligne est ténue entre suis-je obligé de faire une DCP ou puis-je le faire à mon initiative? Pourquoi la DCP est-elle au final un acte de gestion volontaire? Amine, peut-être tu peux nous éclairer en tant qu'ancien président de chambre du tribunal et puis en tant qu'entrepreneur sur ce côté positif de la déclaration. Absolument. La déclaration de cessation des paiements, c'est un acte de gestion. Pourquoi c'est un acte de gestion? Tout simplement parce que c'est le dirigeant qui décide à un moment donné de remplir le formulaire et d'aller vers le tribunal. À partir de là, ce n'est pas un acte anodin, c'est pas quelque chose sur lequel il va subir, il va se réapproprier le champ de l'histoire de son entreprise et à partir de là, le fait d'aller avec cette DCP et demander l'ouverture d'une procédure collective, placer son entreprise, son fonds de commerce sur la protection du tribunal, ça va arrêter l'ensemble des poursuites au niveau du passif et ça va les geler. Et ça, c'est pour ça que c'est vraiment un acte positif et surtout un acte de gestion volontaire qui se prépare. Alors, on est au cœur de ce qu'est Provider Restructuring et je pense que là, Fabien, il faut que tu nous éclaires sur la manière dont on accompagne donc les entreprises dans cet acte de gestion. Ça se prépare, ça s'organise et je pense que c'est à toi de nous expliquer comment on peut faire ça de bonne. Absolument. Alors, j'insiste sur ce que vient de dire Amine sur le fait que c'est une mise en perspective de la société. C'est pas un acte anodin, c'est un acte d'anticipation, mais c'est aussi et surtout l'opportunité en fait de saisir des outils qui sont à la disposition de l'entrepreneur et qui sont régis par la loi, par le code du commerce, avec pour objectif vraiment d'éviter d'être passif, hein. Il y a 2 types d'acteurs sur la procédure collective. Il y a l'acteur qui va être passif, qui va attendre qu'il y ait une assignation qui tombe de l'URSSAF, qui fasse constater en fait l'état de cessation des paiements et puis le placement en RJ. C'est pas une très bonne approche et en plus ça peut provoquer des difficultés pour le dirigeant qui peut être positionné soit en absence de gestion, soit en erreur de gestion, voire en faute de gestion. Alors que quand on fait en fait une DCP, quand on a cet acte moteur, on reprend les choses en main et on fait vraiment un acte de gestion. Une fois encore, hein, l'objectif est de sauver la société, de sauver les emplois et de reprendre le cours de l'histoire de l'entreprise en ayant la possibilité de faire un arrêt sur image de tout ce qui pose problème. Voilà. Alors, l'accompagnement de provider, ça va vraiment d'abord d'aider le dirigeant à faire une acceptation de cette situation. Oui, je suis endetté.
oui, j'ai des difficultés majeures pour faire face à mes engagements et je suis à un point de rupture. Mais je n'accepterai pas d'être complètement passif et que ce soit un tiers qui décide pour moi et puis finalement d'être condamné sans rien faire. Alors, quand j'entends ce que tu dis, moi, me vient tout de suite à l'esprit plutôt déposer le bilan. Alors, qu'est-ce que c'est que déposer le bilan? Amine, est-ce que tu peux nous éclairer sur cet autre jargon qu'on emploie de manière classique? Déposer bilan, c'est vrai que ça reste dans une approche très, très, très ancienne et surtout dans le cas de langage commun. Mais l'acte lui-même, c'est la déclaration de cessation des paiements. Déposer le bilan, c'est à un moment donné, j'arrête, je dépose le bilan. Mais ce n'est pas la liquidation qui rentre en ligne de compte ici. C'est une déclaration de cessation des paiements pour se placer sous la protection du tribunal, pour justement pouvoir se mettre en perspective et pouvoir solutionner et rembourser ses dettes par un plan de continuation. Et derrière ça, avoir une continuité de l'activité et sauvegarder les emplois. Donc, la DCP, acte volontaire, acte positif. Olivier, Maître Lindé, peut-être que sur ce sujet-là, déposer le bilan concrètement d'un point de vue d'avocat, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, alors effectivement, comme l'a dit Amine à l'instant même, c'est l'état de cessation des paiements qui détermine à déposer le bilan. Et comme il l'a rappelé fort justement, ce n'est pas synonyme de liquidation judiciaire. Et il faut vraiment insister là-dessus parce que dans le langage courant, il y a beaucoup trop de gens qui considèrent que déposer le bilan, c'est être liquidé. Ce n'est pas le cas, en tout cas pas forcément. La cessation des paiements, elle est définie par le Code de commerce comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Donc, deux notions fondamentales. D'un côté, le passif exigible, c'est-à-dire celui qui est arrivé à échéance, sans forcément que ce passif soit exigé, c'est-à-dire réclamé par les créanciers. Et d'un autre côté, l'actif disponible, c'est-à-dire celui qu'on peut mobiliser facilement, rapidement, les espèces dont on peut disposer en caisse, la trésorerie qu'on peut avoir sur son ou ses comptes bancaires. Et parfois, d'autres notions également peuvent entrer en ligne de compte. Le stock, par exemple, dans certains types d'activités, lorsque ce stock est réalisable rapidement. Certaines créances du poste client, quand là aussi, ça peut être récupéré, recouvré facilement et rapidement, ça peut éventuellement être un actif considéré comme un actif disponible. Et ce sont ces deux notions qui doivent ressortir de la déclaration de cessation des paiements pour que le tribunal en ait facilement connaissance lors de l'audience qui sera fixée à huis clos, donc en dehors de la présence du public, en chambre du conseil, pour statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Alors, justement, mais je reste avec toi, Olivier. On a décidé de faire cette gestion, on se retrouve au tribunal de commerce. Qui sont les acteurs, avant qu'on revienne sur la vie de l'entreprise, qui sont les acteurs qu'on va rencontrer, qu'on va côtoyer? Parce que quand on n'a pas l'habitude, tout ça peut impressionner. On peut se demander qui va jouer un rôle. Effectivement, alors on appelle cela une procédure collective parce qu'elle fait appel à plusieurs intervenants. On a le bloc, si je puis dire, qu'on appelait dans le temps la masse des créanciers d'un côté, et puis avec à leur tête le représentant des créanciers, et puis d'un autre côté l'entreprise aux côtés de laquelle se trouve l'administrateur judiciaire. Donc en pratique, comment ça se passe ? Lors de cette audience en chambre du conseil, au terme des débats, lorsque le tribunal s'est fait une opinion de la situation de l'entreprise, eh bien, le tribunal prononce l'ouverture du redressement judiciaire et donc d'une période d'observation et désigne plusieurs intervenants, on va les appeler comme ça. Donc, il désigne déjà en son sein un juge qui va être particulièrement chargé du suivi de toute la procédure, qu'on appelle le juge commissaire, et qui va se voir attribuer des fonctions très très larges dans le cadre du dossier de redressement judiciaire. C'est à lui que l'on adresse toutes les requêtes qui vont jalonner la période d'observation, et c'est surtout lui qui a compétence exclusive qui lui est conférée par la loi pour statuer
statuer sur l'admission ou le rejet des créances en cas de contestation, mais également c'est lui qui appose son paraphe sur l'état des créances qui est déposé par le représentant des créanciers à la fin de la période d'observation et avant l'adoption du plan de redressement par continuation. Nous avons également, s'agissant des intervenants, et il faut en dire un mot, les représentants du personnel qui sont élus parmi les salariés, donc au sein de l'entreprise, et qui vont être l'interface entre la procédure, on peut même dire entre le tribunal et les salariés. Soit dit en passant, et c'est à noter, ils bénéficient, dès lors qu'ils ont ce statut de représentant du personnel, de la protection conférée aux salariés protégés en cas de licenciement. Il y a également un commissaire-priseur qui est désigné par le tribunal, un commissaire-priseur judiciaire, pour faire un rapport et évaluer les actifs de l'entreprise. Il y a, je l'ai évoqué rapidement, les créanciers, avec à leur tête le représentant des créanciers. Je dis à leur tête, c'est un mandataire de justice qui va donc coordonner toute la procédure de déclaration, vérification et par la suite éventuellement contestation, admission du passif. Et ces créanciers peuvent également avoir, il faut également en dire un mot, un statut particulier, avec au fil du temps des pouvoirs de plus en plus accrus. C'est le statut de contrôleur. J'évoquais tout à l'heure les requêtes qu'on pouvait adresser au juge-commissaire, ça en fait partie. Un créancier peut demander par voie de requête au juge-commissaire à être désigné en tant que contrôleur. Enfin, il y a les conseils qui entourent le chef d'entreprise. Alors, il y a évidemment les avocats, les experts comptables, et puis c'est peut-être une valeur ajoutée de Provider Restructuring, une assistance, un accompagnement qui peut être fait en termes de conseils financiers, de conseils sur le développement de l'entreprise, et puis sur une éventuelle stratégie commerciale, parce que c'est trop souvent négligé dans ce type de procédure. Merci Olivier. Alors, tout ça, c'est un univers on n'a pas l'habitude quand on est chef d'entreprise, et si on se retrouve dans cette situation, on voit souvent que c'est uniquement une difficulté, et on a souvent des craintes. Donc voilà, tous les chefs d'entreprise qui peuvent être passés par là ou qui se l'imaginent sont plutôt en situation de stress. Mais moi, Amine, je voudrais te poser la question, toi qui as cette vision, qui a vu des dossiers passer entre tes mains, quels sont les avantages, parce qu'il y a un réel avantage, même des avantages, à déposer le bilan et à démarrer la période d'observation. Alors, dans ce contexte-là, quels sont les avantages pour le chef d'entreprise? Alors, tout d'abord, une fois que le tribunal a fait droit à la demande dans le cadre de la déclaration de cession des paiements, et mis en place le redressement judiciaire, le tribunal va ouvrir une période d'observation. Cette période d'observation, elle est dans un premier temps de 6 mois, plus 6 mois renouvelables. Donc, on arrive sur 12 mois, mais qui peut aussi être renouvelé encore 6 mois de plus, jusqu'à 18 mois, avec l'accord du parquet, c'est-à-dire du ministère public. Cette période d'observation permet un élément essentiel. On fige la situation. À un moment donné, le dirigeant qui est acculé par rapport à l'ensemble des dettes n'a plus de possibilité, de visibilité, etc. Et il pose les bagages et il reprend son souffle. Le fait de reprendre son temps, on se donne du temps pour pouvoir se projeter. Et dans ces conditions, ça va nous permettre de réfléchir, et surtout avec l'aide de l'ensemble des organes de la procédure, l'administrateur judiciaire, s'il y en a un, en fonction des seuils, un mandataire pour refaire le point sur l'ensemble du passif, et surtout vérifier bien que le passif est effectif, mais aussi les conseils. Et à partir de là, le dirigeant va pouvoir se réapproprier le temps, va pouvoir se donner du temps et pouvoir se projeter. Et ce qui fait que cette action positive va lui permettre de ne plus être dans la course, et à un moment donné, de suivre le cours du temps par rapport à la procédure qui va être rythmée, et pouvoir se projeter. C'est ça surtout. Donc, c'est décidé, on a entamé cette procédure-là. Donc, il faut bien que je prépare ma DCP, et je vais demander à Maître Lindé, Olivier, encore une fois, que doit-on faire? Comment ça se prépare une DCP?
Alors, en effet, comme vient de le dire Amine, c'est souvent vécu comme un ballon d'oxygène, la préparation de cette DCP et l'entrée en redressement judiciaire, parce que c'est une période qui est souvent extrêmement difficile pour les dirigeants, qui ne dorment plus et qui voient parfois des huissiers arriver à leur porte quotidiennement. Le gel du passif, c'est-à-dire qui est le principal effet du jugement d'ouverture, permet de donner du temps au temps, comme disait l'autre, et d'acquérir une certaine sérénité, quiétude. Alors, préparation de la DCP, plus spécifiquement, c'est un échange entre l'entreprise, l'avocat et l'expert comptable. Et le rôle de l'expert comptable, nous aurons l'occasion d'y revenir également, est fondamental dans le cadre des procédures collectives. Et dès le stade de l'établissement de la DCP, quand je parle d'échange, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Un bien que l'on doit inscrire à l'actif de la DCP, si ce bien est amorti, il figurera, sa valeur nette comptable, ça sera 0. Donc, tout un chacun pourrait avoir tendance à inscrire cette valeur. En réalité, la valeur qu'il convient d'inscrire dans la DCP, c'est pas ça. C'est la valeur vénale, celle que l'on pourrait tirer de ce bien dans un contexte de vente que l'on peut qualifier de vente à la casse, c'est-à-dire de vente assez rapide, mais c'est certainement pas 0, c'est pas non plus évidemment le prix d'achat du bien en question. Et là, l'échange, j'ai pris cet exemple pour illustrer mon propos, mais l'échange avec l'expert comptable, il est fondamental pour permettre de remplir cette DCP au mieux des intérêts de l'entreprise et du chef d'entreprise pour caractériser l'actif et le passif et l'insuffisance d'actifs qui en découle. Alors, on a la chance d'avoir un avocat avec toi, mais on a aussi la chance d'avoir un expert comptable qui va nous expliquer un petit peu comment on peut aussi préparer cette DCP d'un point de vue comptable. Olivier. Alors, comme l'a dit Olivier, c'est vrai que dans une déclaration de cessation des paiements, l'objectif est d'avoir une juste évaluation de l'actif et du passif. Il ne faut pas surévaluer l'actif ou sous-évaluer le passif. La comptabilité, en fait, est une base de travail pour pouvoir réaliser, en fait, cette juste évaluation. Je reprends l'exemple d'Olivier. Effectivement, concernant le matériel ou les investissements, on va rechercher une valeur vénale, mais pour rechercher, en fait, tout ce qui appartient à l'entreprise, on va avoir ce qu'on appelle, en fait, un tableau des immobilisations qui, pour être efficace, doit être mis à jour de manière régulière par l'entreprise. Et il faut que ce soit du matériel qui soit réellement existant et détenu par l'entreprise. Un autre exemple, c'est effectivement les stocks disponibles qui sont dans la société, mais qui peuvent être éventuellement en dépôt chez les clients et qui doivent être récupérés et évalués pour pouvoir l'intégrer dans l'actif. Olivier a également signalé la partie client. C'est vrai que sur la partie client, si on n'a pas d'un service de recouvrement au sein de l'entreprise, il va falloir déterminer une valeur vénale, encore une fois, qui est la valeur qu'on va pouvoir récupérer et recouvrer tout de suite auprès de nos clients. Donc ça, c'est la partie effectivement au niveau de l'actif. Au niveau du passif, on va faire la même chose, c'est-à-dire s'assurer qu'on a bien toutes les factures fournisseurs qui soient reçues, comptabilisées. Après, est-ce qu'elles sont payées ou pas payées? Est-ce qu'elles sont exigibles ou pas? Et se poser éventuellement la question, si elles ne sont pas payées ou en litige, est-ce qu'il n'y a pas une clause de réserve de propriété de la part de nos propres fournisseurs qui pourrait éventuellement actionner et qui pourrait baisser notre actif? Voilà. Et un autre point sur les dettes fiscales et sociales, bien savoir s'il y a eu des reports ou pas de dettes, des demandes d'échelonnement, et si elles ont été correctement évaluées et du coup pour pouvoir les intégrer dans cette déclaration de cessation des paiements. Donc c'est vrai que tout ça est facilité par la comptabilité, si elle est à jour, mais il ne faut pas prendre la comptabilité pour argent comptant. Il faut effectivement se poser la question de savoir si c'est la bonne valeur et si ça doit vraiment être intégré dans ma déclaration de cessation des paiements ou pas.
On a eu deux points de vue, celui d'un avocat et puis celui d'un expert comptable, mais dans la démarche de provider restructuring, Fabien, c'est bien toi souvent qui est à la baguette, qui est le chef d'orchestre de ce travail préparatoire. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu avant-goût de la méthodologie provider restructuring et de cette approche globale pour cette période-là? Ouais, le terme de chef d'orchestre est très approprié. En fait, on a vu qu'il y avait des experts, des sujets, des cadres assez figés et chacun emmène son domaine de compétences pour pouvoir être pertinent à chacune des étapes de la procédure. Alors, une fois qu'on a déposé le bilan, qu'on a fait la déclaration de cessation des paiements, qu'on a déterminé en fait l'état du passif, l'état de l'actif, démarre en fait au lendemain du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une phase qu'on appelle une phase de période d'observation. Alors techniquement, c'est quoi? C'est 3, 6, voire 12 mois de période durant laquelle les organes de la procédure vont regarder la viabilité de l'entreprise et au terme desquels notre objectif est bien évidemment de démontrer que la société est capable de générer suffisamment de bénéfices pour survivre, mais aussi suffisamment de cash pour pouvoir rembourser à un moment donné le passif qu'elle a généré. Alors, cette période d'observation, elle est vraiment cruciale dans l'ensemble de la procédure. Tout d'abord, elle permet de bien comprendre, en fait, de prendre le temps de comprendre l'origine des difficultés qu'a rencontré l'entreprise et donc de savoir ce qu'il y a à corriger. Alors, l'élément principal de cette période d'observation, c'est d'avoir la possibilité de mettre en place des mesures correctives. La deuxième chose, c'est en fait, bien déterminer l'ampleur de la situation économique et financière, c'est-à-dire quelle est, l'ampleur des déséquilibres pour pouvoir connaître l'ampleur de ces mesures correctives. Par exemple, si on a un foyer de perte, savoir de quel niveau est ce foyer de perte et donc prendre vraiment la décision qui est idoine. On a vu également qu'il y avait un certain nombre d'interlocuteurs, autour de ces organes de la procédure. Et il est extrêmement important de les rassurer à 2 titres. Bien évidemment, pour leur montrer qu'on est capable de redresser la société, mais également pour un confort de travail au quotidien. Si on ne donne pas les informations nécessaires au quotidien de la vie de cette procédure, c'est-à-dire la communication de choses qui peuvent sembler évidentes, mais qui sont des choses assez, significatives à préparer, un plan de trésorerie. Pendant la période d'observation, on sait qu'on va générer suffisamment de cash pour faire face à nos charges courantes. Pendant une période d'observation, il n'est pas question de créer de nouvelles dettes. De montrer que pendant la période d'observation, on va faire des modifications, on va faire de la restructuration, on va faire de la réorganisation, on va prendre des décisions lourdes, mais on sait où on va et on sait qu'au terme de cette réorganisation, la société va de nouveau gagner de l'argent. Donc on communique en fait un budget pendant cette période d'observation. L'administrateur judiciaire en a besoin pour son travail vis-à-vis des autres membres des organes de la procédure. Si on lui facilite la tâche, eh ben, il va être plus souple dans l'accompagnement. Si jamais on lui facilite pas la tâche, si on est en retard, là, il va être très, très, très présent et bah, c'est moins simple pour le dirigeant, de continuer à développer son activité commerciale. Je vais prendre 2 exemples en fait pour illustrer, ce travail. Le premier, c'est, pendant la période d'observation, on a la faculté de pouvoir résilier par exemple les contrats de leasing, le crédit bail location financière, quelle que soit leur forme, mais il faut pas se tromper. Bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est que je résilie, je ne paye plus de charges, locatives, immédiatement. Mais si jamais je résilie des matériels dont je vais avoir besoin, je vais me priver en fait d'une capacité de production, donc d'une capacité de revenu. Même si à court terme, j'en ai pas besoin, si à moyen terme, je vais en avoir besoin, il faut pas se tromper. Voilà, c'est un arbitrage qui est nécessaire, de réaliser. Il y a un deuxième élément qui est en fait, l'élément qui arrive hélas régulièrement, c'est le fait de mettre en place, un plan social. Un plan social, il faut qu'il soit cohérent. Il faut que si on doit supprimer des postes qui ne sont pas, rentables pour l'entreprise. L'idée, c'est bien évidemment de dire: «Si je dois supprimer un poste,
je dois être certain que c'est un poste qui est source de perte pour l'entreprise, parce que cet objectif de supprimer des postes, c'est d'en sauver d'autres. Voilà. Et ce travail, en fait, d'analyse de chacun des éléments, de chacune des décisions, à la fois sur un point de vue de trésorerie, de finance, mais également de comptabilité, est extrêmement crucial. Et toute la période d'observation, c'est ce travail de préparation qui doit être fait quasiment au mois le mois, avec des rendez-vous réguliers. On a un premier rendez-vous à 2 mois, un deuxième rendez-vous à 6 mois pour renouveler la période d'observation, et puis un rendez-vous à 12 mois pour défendre un plan de continuation. Fabien, merci. Alors, j'ai envie de passer à vraiment des exemples et Amine va nous les donner. Juste, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent, là, il y a beaucoup de questions. C'est le moment de poser vos questions. C'est un sujet dense, donc on est déjà à une quarantaine de minutes, mais on va avoir une série de questions après. On va terminer cette présentation. Alors, Amine, toi qui as été président de chambre, tu as vu passer des dossiers, des centaines de dossiers. Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui peuvent illustrer un petit peu ce que Fabien a dit? Oui, tout d'abord, il faut cerner pour le dirigeant l'origine des difficultés. L'origine des difficultés, pourquoi je me retrouve dans cette situation? Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, vous êtes passé dans une logique de croissance et le problème de la croissance qui est mal maîtrisé. Comment je vais financer mon besoin en fonds de roulement? Et à partir de là, les achats entre le délai fournisseur et le délai client, les deux ne sont pas forcément linéaires. Et ce qui fait qu'à partir de là, vous allez vous retrouver dans une situation où comment vous allez pouvoir avancer et vous retrouver en état de cessation des paiements. Autre phénomène qui est souvent récurrent, et surtout dans cette période de crise économique, c'est les impayés. Et ces impayés, les clients qui ne payent plus, à partir de là, comment vous faites pour avoir de la trésorerie et vous vous retrouvez dans une impasse et en état de cessation des paiements. Et ça peut être aussi un problème de surendettement, un problème d'investissement mal, disproportionné par rapport à la capacité de remboursement de l'entreprise, ce qui fait que vous allez vous retrouver en état de cessation des paiements. Ça peut être aussi un changement de règlement. Le changement de règlement, à l'époque, lorsque la LME a été mise en place, on est passé de 90 jours fin de mois 10 à 45 jours net, date de facture. Donc, le délai client étant raccourci de 45 jours, et là-dessus, il y a eu un impact direct et beaucoup de boîtes se sont retrouvées en état de cessation des paiements. Et à exemple de la période actuelle, la crise sanitaire, la crise inattendue. Je suis victime, entre guillemets, d'une décision administrative de fermeture de mon fonds de commerce. Et à partir de là, il y a des conséquences qui peuvent avoir lieu. Mais pour éviter de perdre le fonds de commerce et là-dessus, anticiper, aller vers le tribunal pour justement le placer en redressement judiciaire et vous placer sous la protection du tribunal pour éviter de perdre le fonds de commerce. C'est aussi cet avantage qu'on peut avoir dans cet acte de gestion. Et enfin, tout simplement, vous faites 80% de votre chiffre d'affaires avec un client et que ce client qui, malheureusement, dans cette situation de crise, se casse la figure et vous vous retrouvez aussi à ne plus pouvoir faire face à votre passif exigible à votre du fait de votre actif disponible et vous vous retrouvez en état de cessation des paiements. Alors, on a vu un petit peu comment tout ça pouvait se dérouler. Donc, dans l'accompagnement Providers Restructuring, à un certain nombre d'intervenants avec lui. Fabien, j'aimerais juste que tu nous parles de ta vision du rôle de l'avocat dans cette démarche, dans tout ce qu'on vient de dire. Quel est pour toi ce rôle fondamental qu'a l'avocat? Toi qui es le financier et le chef d'orchestre des missions. Alors, il est crucial, pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est fait de droits et d'obligations. Donc, à partir du moment où on a des droits, faut connaître ces droits et pouvoir les utiliser de façon exhaustive. Et puis, également connaître ses obligations. Les obligations, c'est respect de règles. Si je prends l'exemple que j'ai utilisé du plan social. Un plan social doit respecter un certain nombre de critères. On peut pas licencier n'importe qui, on peut pas dire lui je l'aime pas et je l'aime bien, lui je le vire et je la garde. On doit respecter un certain nombre de critères. Si on respecte pas ces critères, le plan social peut d'abord être rejeté par le juge commissaire.
Et puis si jamais il est accepté, mais qu'on a loupé un certain nombre de respect de ces règles, on peut se retrouver en fait avec l'intervention de l'inspection du travail. Et là, le dirigeant peut être mis en cause et avoir des difficultés assez sévères, et y compris avec l'annulation, hein, d'un plan social. Ce qui est dramatique, à partir du moment où on a décidé de relancer l'entreprise avec une nouvelle configuration, si une fois qu'on a obtenu le plan de continuation, on se retrouve à revenir en arrière, c'est tout le travail qui peut être mis à mal. Et puis, on peut aussi avoir des poursuites, devant le tribunal des prud'hommes si on n'a pas respecté ces critères. Et c'est pareil, extrêmement conséquent si au bout de 24 mois, on se retrouve avec une condamnation, indemniser un collaborateur parce qu'on n'a pas respecté les règles, et ben, c'est le plan de continuation qui peut être mis en cause. Et ben, l'avocat, sur tout ce genre de sujet est essentiel pour nous expliquer ce que l'on peut faire et tout ce que l'on ne peut pas faire. Alors, il faut coordonner. C'est bien que l'avocat et l'expert comptable se connaissent bien. Chez nous, c'est notre cas. J'aimerais que maintenant notre avocat ici, Maître Olivier Lindé, nous parle un peu du rôle de l'expert comptable et comment ils travaillent ensemble sur des sujets comme nous. En effet, Franck, si l'avocat est essentiel dans ce type de procédure, l'expert comptable l'est tout autant. Il est au cœur de la procédure. J'ai évoqué tout à l'heure l'importance de l'expert comptable dès la préparation du dossier, de la rédaction de la déclaration de cessation des paiements. Mais au-delà de cela, une procédure collective, une procédure qu'elle soit de sauvegarde ou de redressement judiciaire, nécessite un suivi au cordeau, un suivi comptable quotidien permanent de la part de l'expert comptable, qui va d'ailleurs être amené régulièrement à établir des documents au cours de la période d'observation, que ce soit des documents, des situations pour montrer où on en est et montrer que la ligne a été respectée, on est, comme on dit familièrement, dans les clous par rapport à ce qu'on avait annoncé au tribunal, et puis en permanence également des documents prévisionnels pour annoncer l'avenir et montrer le cap, dire où on va, vers quoi on se dirige. Donc, vraiment un rôle fondamental. Je dis également souvent que l'expert comptable est quelque part l'œil de l'administrateur et d'une certaine manière, par voie de conséquence, l'œil du tribunal qui va s'appuyer sur cet homme du chiffre pour prendre ses décisions. Alors, on va continuer à tourner. Olivier Bauduin, qui est expert comptable, quelle vision tu portes à ce financier qui va coordonner l'action? Et c'est ce qu'on retrouve, ce que tu n'avais pas retrouvé jusque-là, ce que l'on retrouve chez Provider Restructuring. Donc, comment vois-tu les choses? Et quel est ce rôle de ce chef de mission, de ce financier, ce chef d'orchestre qui est bien souvent aujourd'hui Fabien? Alors, je voudrais juste rappeler que, en fait, un expert comptable, c'est pas un financeur ou un banquier. On a une formation de droit comptable, mais on n'a pas une formation de droit bancaire et on n'a pas forcément eu une expérience dans l'univers bancaire. Et en fait, ce qui va être intéressant avec Providers et avec Fabien, c'est d'avoir cette analyse du risque client que va pouvoir faire le financier, avec un œil vraiment avec des outils et puis un œil de financier pur. Il va pouvoir également accompagner les clients dans tout ce qui est le choix, la négociation et éventuellement de l'analyse des conditions de découvert, de facilité de caisse et pourquoi pas des contrats de leasing ou de location qui sont des éléments qui sont quand même importants, qui amènent l'entreprise à s'engager sur une durée qui peut aller à 48 mois, 60 mois, donc c'est quand même assez long, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et après, c'est vrai que la finance a ce côté de travail de préparation et d'anticipation de la trésorerie. Je rappelle juste que l'expert comptable, trop souvent, on travaille en fait a posteriori par rapport aux documents comptables qu'on peut nous donner. Et donc, c'est souvent trop tard. Donc, c'est vrai que dans une période aussi importante que la DCP et puis la période d'observation qui va venir, se tourner vers l'avenir, vers la génération de trésorerie, la génération de cash, c'est quelque chose qui est quand même primordial et important donc, pour l'entreprise. Et à ce titre, c'est vrai qu'il faut réussir à déterminer, comme on en a parlé dans un autre webinaire, du point mort financier de l'entreprise au niveau de la trésorerie. Et du coup, sur ces aspects-là, l'expert comptable que je suis ou Fabien, on ne se marche pas du tout sur les pieds et on a vraiment des missions qui sont complémentaires.
Merci Olivier. Alors maintenant, je voudrais parler avec Amine, mais je voudrais que tu reprennes ta casquette d'entrepreneur. Tu as plusieurs sociétés. Euh, Quand on est dans ce genre de situation, un avocat, un expert comptable, un financier, c'est très important. Mais l'entreprise continue à vivre et il faut la faire tourner, et il faut la développer, peut-être la réorienter. Donc le rôle du conseil est fondamental sur tous les aspects marketing, commerciaux et j'en passe. Comment tu vois les choses, toi, en tant que chef d'entreprise là-dessus? Le fait de ne plus être seul, le fait de ne plus être isolé, le fait de pouvoir prendre du recul par rapport à son modèle économique permettra au chef d'entreprise bien accompagné de pouvoir se projeter. Et cette projection, ça va lui permettre de revoir un certain nombre de fondamentaux. Et à partir de là, c'est est-ce que mon modèle économique, je donne un exemple très simple. Je suis restaurateur, je subis les effets de loi d'urgence sanitaire qui m'oblige à fermer mon établissement à cause de la crise du Covid-19. Ben, qu'est-ce que je fais? J'arrête l'activité, mes salariés sont au chômage partiel, mais combien de temps ma trésorerie continue à tomber? Et l'idée, c'est de pouvoir se projeter et de revoir son modèle économique en mettant en place, exemple, la possibilité d'aller livrer et faire de la vente à emporter. Et ça, c'est pas interdit. Et le fait d'aller récupérer du cash, et ça permet aussi de réorienter demain, d'aller voir une nouvelle clientèle, une nouvelle typologie de clientèle. Autre exemple, l'utilisation, j'ai pas numérisé mon entreprise, j'ai pas utilisé un certain nombre d'outils numériques pour aller faire de la vente sur le net. Ça peut être pas mal aussi. Donc, tous ces éléments-là, va permettre pendant la période d'observation aux dirigeants et surtout le fait d'être accompagné par l'avocat dans le cadre de la procédure, le fait d'être accompagné par l'expert comptable sur l'analyse du passif et surtout l'établissement des éléments et des outils et de l'aspect financier pour préparer le point mort et surtout le plan de trésorerie et le plan par voie de continuation va permettre aux dirigeants de se concentrer sur son business et on va pouvoir lui apporter une lecture. On ne va pas parler de management de transition, mais surtout de voir quelles sont les opportunités qui peuvent exister pour pouvoir, exemple, j'utilise ces éléments-là pour déployer ma politique RSE, je déploie ces éléments-là pour avoir un nouveau champ économique. Merci Amine. Je pense qu'on arrive au terme. On a fait un peu le tour du sujet. Je pense que c'est important de conclure. Et moi, on a bien compris qu'on est dans un environnement global qui est difficile, qui n'est pas de la responsabilité du chef d'entreprise. Fabien ou Amine, l'un ou l'autre, pour conclure, comment voyez-vous, qu'est-ce qu'apporte finalement Provider Restructuring à cette période qui est assez difficile pour le chef d'entreprise? Qui commence? Amine, peut-être? Avant tout, je vais laisser. Qu'est-ce que va apporter Provider Restructuring? Surtout de la visibilité, surtout de la sérénité, surtout de la confiance, de reprendre confiance en soi. Ça, c'est primordial. Le dirigeant, il est plus seul. Comment il va affronter le tribunal? Il n'affronte pas. Le tribunal, c'est un partenaire et on va pouvoir lui apporter les clés d'ouverture par rapport à ça. Et comment il va pouvoir communiquer avec l'administrateur judiciaire et comment surtout il va pouvoir communiquer avec l'ensemble des créanciers, mais surtout reprendre la communication vis-à-vis de ses salariés et surtout donner la confiance et garder la barre. Et ça, c'est primordial et accompagné par une équipe. Fabien? Oui, c'est ça. Alors, si je devais reprendre en quelques thèmes ce que tu viens d'expliquer, ce qu'on a déroulé pendant ce webinaire, d'abord, l'équipe, en fait, permet d'apporter du pragmatisme. On a vécu, on a accompagné, on a eu un certain nombre de cas, on a eu des difficultés sur des dossiers et on a appris, en fait, de dire que faut pas faire ça, faut plutôt appréhender les choses de cette façon. La technicité. Rédiger une déclaration de cessation des paiements, c'est pas un acte anodin. Il faut avoir les bons éléments. Il ne faut pas surdéclarer, il ne faut pas sous-déclarer, il faut déclarer justement. On a des éléments nécessaires
des points de passage nécessaires, il faut savoir les remplir. Par exemple, j'ai recours aux AGS parce que j'ai pas eu la capacité de payer les derniers salaires. Eh ben, il faut savoir monter un dossier pour les AGS, le faire très rapidement parce qu'il faut faire en sorte que les salariés soient très rapidement payés. Et ben ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir rédiger, il faut savoir préparer pour communiquer au mandataire judiciaire les éléments le plus rapidement possible et de façon la plus efficace possible. Il faut savoir déterminer et discuter le passif. Il n'est pas rare, par exemple, qu'on ait des créanciers qui vont surdéclarer. On a vu des dossiers où le rapport était de 1 à 2 entre la déclaration d'origine de la part des créanciers et le passif réel. Bah, quand vous avez un passif qui est sur le papier de 5 millions et qu'à l'arrivée, quand vous défendez votre plan, vous êtes en fait que entre guillemets, hein, à 2 ou 3 millions d'euros, bah, ça change la donne. Cette méthodologie permet en fait de respecter le timing qui va faire qu'on ne perd pas de temps. On permet aux dirigeants de continuer à travailler sur l'essentiel pour lui, c'est le développement d'activité, le maintien de l'activité. Et puis de la sérénité, Amine l'a dit, c'est un moment qui est souvent très difficile pour le dirigeant et il est face à l'a priori. Je vais déposer le bilan, j'ai planté ma boîte, c'est une catastrophe. Et ben, il nous est arrivé de présenter en fait Amine à un dirigeant qui lui a expliqué, en tant qu'ancien président de chambre, en tant qu'ancien juge, la façon dont les juges appréhendent les dossiers. C'est-à-dire le juge, il n'est pas là pour condamner en matière de procédure collective, il est là pour accompagner. Et donc, en fait, globalement, l'accompagnement, c'est de permettre en fait aux dirigeants d'inverser une situation dans laquelle il s'est souvent plongé, c'est-à-dire la situation où il subit. Il subit les événements, il subit les coups de téléphone de ses fournisseurs qui sont pas payés, les courriers de relance, les collaborateurs qui disent: «Il y en a marre, je peux plus travailler parce que les fournisseurs livrent pas». En fait, il inverse, il se saisit des outils qui sont à sa disposition et il se remet en perspective. Et ça, le fait de sortir de la situation de passivité à une situation de recréer le rapport de force, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pour conclure, parce que c'était l'objet de ce webinaire, c'est en quoi le fait de procéder à une procédure collective, de se mettre sous la protection du tribunal de commerce, c'est un acte de gestion. Et ben, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, en fait, c'est-à-dire que c'est la gestion forte de mon entreprise. J'ai une situation qui est une situation exceptionnelle. Et ben, en mon âme et conscience, en qualité de dirigeant, je prends la décision d'aller utiliser des outils, d'aller me mettre sous la protection du tribunal de commerce, d'accepter qu'il y a des règles, il y a des procédures à respecter, mais aussi de saisir tout un arsenal d'outils qu'on refuse souvent par peur. Et ben non, on prend ses responsabilités et on se donne les moyens. Les statistiques sont assez frappantes. Euh, Quand on a préparé sa DCP, généralement, on obtient une période d'observation. Et quand on travaille bien sur sa période d'observation, si le business model est un business model viable, eh bien, on gagne le plan de continuation. Donc, quand on gagne le plan de continuation, un, on sauve des emplois. Deux, on paye des créanciers, même si on les paye tard, même si on les paye lentement, même si on les paye dans le temps, on paye ces créanciers. Et c'est mieux d'être payé sur plusieurs années que d'avoir tout perdu. Et ça, c'est un acte assez noble. Et puis, bien évidemment, il y a de la satisfaction pour le dirigeant de dire j'ai su faire face à une situation difficile, mais je m'en suis sorti. Et pour avoir accompagné à plusieurs reprises des entreprises lors d'audience où l'on défend son plan de continuation, c'est un super régal de voir un dirigeant qui, à un moment donné, a été un peu au fond du trou, de reprendre de la fierté et d'avoir la satisfaction de dire j'ai sauvé ma boîte et j'ai sauvé des emplois. Et ben voilà, le métier de provider sur le restructuring, c'est de donner à nos clients les expertises nécessaires, puisqu'en fait, on a vu, il y a 4 grands domaines. Il y a le domaine du juridique pour être dans les règles, mais utiliser l'ensemble des opportunités. La comptabilité, parce qu'il faut avoir les bons chiffres, la bonne donnée. La gestion, bien évidemment, pour faire les choix les plus optimums. Et puis, la finance, parce que c'est le nerf de la guerre que d'avoir la trésorerie pour pouvoir fonctionner. Voilà le métier de provider de restructuring.
Fabien, très clair, merci. On a presque tenu les délais, on va dépasser un peu parce qu'on va prendre des questions, il y en a beaucoup, beaucoup. On a un peu plus d'une heure, donc je vais directement sur les questions. Alors, il y a plusieurs questions qui reviennent et qui nous disent, alors Fabien, je pense que ça sera pour toi, mais je pense que tout le monde peut répondre à cette question. Globalement, c'est facile à dire qu'il faut aller déposer le bilan, mais c'est quand même, en France en tout cas, un acte, même s'il y a un acte de gestion, c'est un acte quand même très difficile à faire. On est marqué, donc il y a beaucoup de questions sur la confidentialité, jusqu'où c'est confidentiel, sous-entendu que tant que c'est confidentiel, on peut échapper vraiment au regard des autres. Alors, je voudrais vraiment, il y a des questions où on nous dit, Gérard nous dit, quand on dépose le bilan, on est blacklisté, on est vraiment repéré par tous les fournisseurs. On a des délais de paiement réduits. Donc, expliquez-nous vraiment qu'est-ce qui est confidentiel, jusqu'où, euh, au moment où ça devient non confidentiel, est-ce que finalement c'est un fardeau à porter? Quelle est votre expérience? Alors, je voudrais commencer par Maître Lindé là-dessus. Eh bien, ça tombe bien, j'allais prendre la parole, Franck. Effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement chez mes clients qui me disent déposer le bilan, autant demander la liquidation directement parce que je vais être blacklisté partout, tous mes partenaires ne voudront plus travailler avec moi, ça va être une catastrophe. Ce qui est d'ailleurs parfois, ce qui correspond parfois à une réalité dans certains types d'activités où ça tient plus du microcosme que de la macroéconomie. Mais l'expérience montre que ce n'est pas vrai. Alors, les partenaires continuent à accorder leur confiance aux entreprises qui sont en redressement judiciaire. Et je dirais qu'elles ont d'ailleurs une garantie qui n'est pas forcément écrite dans la loi, mais qui procède de la pratique. C'est que les délais de paiement des fournisseurs, notamment, tombent en redressement judiciaire. Et selon une expression familière, on dit qu'ils doivent être payés au cul du camion. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Amine, eh bien, en redressement judiciaire en période d'observation, on n'a pas le droit de contracter de nouvelles dettes. Donc c'est une garantie pour les partenaires de l'entreprise qui ont la certitude d'être payés, parce que si ce n'est pas le cas, la boîte part en liquidation directement. Alors, par rapport à la confidentialité, pour essayer de répondre à la question, et de façon très claire, jusqu'au jugement d'ouverture, confidentialité totale sur la préparation de la DCP, le dépôt de la DCP au greffe. Personne n'en est informé, et en général, moi, je conseille à mes clients d'entourer tout cela de ce que je qualifierais secret défense, pour éviter des actions de dernière minute, des tentatives de saisie éventuelles de la part de créanciers. Ensuite, une fois le jugement d'ouverture prononcé, que ce soit une sauvegarde ou un redressement, il fait l'objet d'une publication au BODAC et d'une mention au CABIS de la société. Voilà, j'espère avoir répondu à la question qui était posée. Oui, oui, très bien. Et Amine, peut-être ton expérience plus sur la psychologie de l'entrepreneur par rapport à ça. C'est souvent avouer l'échec, surtout en France d'ailleurs. On a souvent parlé des États-Unis où c'est complètement différent. Quelle est ta vision là-dessus sur la psychologie de l'entrepreneur face à cette difficulté, même si on se dit on va être accompagné, ça va bien se passer, c'est ce que raconte Provider Restructuring, mais quand même. Alors, comment ça se passe dans les têtes? Pour moi, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est cette vision qu'on a en France de l'échec. Pourquoi déposer le bilan? À un moment donné, ça se passe mal, mais je prends l'exemple. Est-ce que c'est un échec de subir les effets de la crise liée au Covid? Mais qu'est-ce que le dirigeant a planté? Il subit une situation sanitaire. Cette situation est en train de changer aussi. Un dirigeant et une entreprise qui a fonctionné pendant des années, qui a payé ses fournisseurs, payé ses salariés, et gagné de l'argent, payer ses charges sociales, payer ses impôts, faire fonctionner le système a toujours tourné de manière positive. Et à un moment donné, les effets de l'économie font que ça peut se retourner. Et cette vision qu'il peut y avoir par rapport à l'échec, c'est sûr que le dirigeant, je vais coller mes fournisseurs, je vais coller mes clients, je vais coller mes banques. Mais ça, c'est fini, ça. Il faut dire au contraire que l'objectif, c'est de continuer la relation commerciale. C'est, OK, j'ai un problème, je me pose, et grâce à l'aide du tribunal,
accompagné de conseils, je vais restructurer cette dette et je vais proposer un plan qui va permettre la continuité et une continuation de mon activité. Et par rapport à ça, je vais pouvoir me projeter. Mais est-ce que c'est mauvais? Non. Tu disais tout à l'heure, Franck, par rapport aux États-Unis, les gens se présentent d'abord lorsqu'ils ont planté les boîtes et après, aujourd'hui, je dirige telle société et tout va bien. Aujourd'hui, c'est en train de changer en France, c'est en train d'être modifié. La vision de l'échec, et grâce aussi à l'action de certaines associations comme 60 000 rebonds, pour changer la vision de l'échec en France, c'est aussi cette possibilité aux dirigeants de pouvoir rebondir. Et ça, c'est vraiment positif. Merci, Amine. Avant, j'ai quelques questions techniques. Alors, avant d'aller sur ça, Fabien, donc, si on va devant le tribunal, si on va présenter son plan de continuation qu'il a accepté, comment ça se passe derrière? Comment ça se passe vraiment dans les faits, techniquement? Est-ce qu'on peut reprendre une activité normale tout de suite? Comment ça se passe? Il faut juste mettre le micro si tu veux qu'on t'entende. Et oui, j'étais en train de dire que ça se passait bien, mais que ça se passe encore mieux quand on met le micro. Le dirigeant reprend en fait la pleine direction de sa société. Il n'y a plus d'autres intervenants, il n'y a plus d'organes de la procédure, il n'y a plus qu'un commissaire à l'exécution du plan. Et pendant l'année, l'entreprise verse, généralement c'est mensuellement ou trimestriellement, sur un compte géré par le commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à l'apurement du passif. Hein. Au moment du jugement, on détermine quel est le passif à apurer, on détermine quel est le plan d'apurement, c'est-à-dire généralement on prend sur 10 ans, on peut faire moins, mais c'est maximum 10 ans. On peut faire 10 ans linéaires, on peut faire 10 ans légèrement progressifs en fonction de l'évolution de l'entreprise, mais on a déterminé des points de passage annuels pour rembourser en fait ce passif. Et donc en fait, l'entreprise reprend son fonctionnement tout à fait traditionnel et sa seule obligation, c'est de mettre l'argent de côté régulièrement pour que, une fois par an, le commissaire à l'exécution du plan effectue les règlements pour désintéresser, hein, c'est le terme qui est utilisé, les créanciers. Donc voilà, la vie reprend quasiment normalement. Alors bien évidemment, quand on est en début de plan de continuation, les banquiers qui restent quand même en France très farouches n'accompagnent pas en matière de prêt moyen terme, mais on peut souscrire des contrats d'affacturage par exemple pour optimiser son fonds de roulement. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, accompagnent les sociétés en plan de continuation en matière de leasing, par exemple. Donc voilà, on reprend sa vie normalement. Alors, je ne sais pas qui posait cette question, répond qui veut. On nous dit, il y a des jugements qui précisent liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité. Comment est-ce possible? C'est antinomique. Oui. Comment ça se passe? Amine, Alors, Amine ou Maître Lindé? Amine, il a allumé plus tôt. Après, c'est toi. Il m'est arrivé en président des séances d'avoir une demande de la part du dirigeant pour une conversion en liquidation avec une poursuite d'activité. Cette poursuite d'activité, elle est possible si et seulement si il y a suffisamment de cash dans les caisses pour payer les salaires. Soyons clairs. L'objectif, c'est d'aller éventuellement vers une cession rapide, mais en tous les cas, le point d'orgue, c'est la poursuite d'activité pendant une liquidation judiciaire, elle est souvent restreinte. Mais l'objectif, c'est ne pas de créer de dette supplémentaire. Et s'il faut garder des salariés, ben, il faut avoir les moyens de les payer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, juste une précision, elle peut être ordonnée par le tribunal dans la limite de 3 mois. Et en général, elle procède de la nature de l'activité quand il y a une nécessité. Par exemple, dans le domaine du prêt-à-porter, si, nonobstant le prononcé de la liquidation, le fait de finir de vendre un stock qu'on peut avoir peut faire rentrer du cash au profit du liquidateur et toujours dans l'intérêt de l'ordre public économique et des créanciers, là on est sur l'apurement du passif, le tribunal peut être amené à prononcer cette liquidation avec une poursuite d'activité, donc dans la limite de 3 mois. Pars pas, Olivier, pars pas. J'ai une question pour toi. Oui. Tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais on va le répéter parce que c'est une question qui revient. Existe-t-il une publicité sur une DCP ou est-ce un acte confidentiel ou est-ce qu'on est juste
informés après la liquidation judiciaire. Donc, Non, comment non, ça se passe? en effet, la DCP ne fait pas l'objet d'une publication. C'est un acte que l'entreprise accomplit en secret, si je puis dire, et qu'elle dépose également en secret au tribunal. Les tiers sont informés de l'ouverture de la procédure de redressement ou de sauvegarde, ou de liquidation quand il s'agit de liquidation, par le biais d'une publication dans un journal qu'on appelle le BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et par la voie d'une mention qui est portée sur l'extrait cabis de l'entreprise. Super clair. Je vais prendre une dernière question parce que ça fait quand même 1h15, on a dépassé de 15 minutes notre quota normalement. Là, c'est une question pour Amine. Bon, on accompagne une entreprise, on essaie de faire un plan de continuation, puis des fois, bon, bah, ça se passe mal. Donc, qu'est-ce qui se passe, vraiment en quelques mots, si jamais l'entrepreneur a son entreprise qui a été liquidée? Qu'est-ce qui est prévu derrière? Comment on voit les choses? Il y a peut-être des choses qui sont passées récemment, surtout Oui. ces quelques mois. Peut-être que tu peux nous parler de ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau de certaines, surtout l'ordonnance, mais qui se met plutôt en perspective, l'ordonnance du 20 mai. Mais lorsque le dirigeant est en liquidation judiciaire, l'activité s'arrête. Le mandataire, qui est le représentant des créanciers, devient liquidateur. Malheureusement, parfois, lorsque le dirigeant est caution, des cautions peuvent être activées, et par rapport à ça, il est important de pouvoir se préparer. Mais la vie s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas à la liquidation judiciaire. La vie continue. Il existe des associations qui peuvent accompagner le dirigeant. Exemple, 60 000 rebonds, qui va permettre d'accompagner le dirigeant en post-liquidation pour pouvoir les aider à rebondir. Et surtout, ne plus être seul et surtout être bien entouré, bien accompagné pour pouvoir vivre cette liquidation qui peut être à un moment donné salvatrice, mais en tous les cas, de permettre aux dirigeants de se mettre en perspective et surtout de préparer la vie d'après. Et que là-dessus, 60 000 rebonds, ça vous trouvez les coordonnées sur Internet, est tout à fait capable de le faire. Merci Amine. Bon, on a plein de questions qui tournent toujours un peu sur le même sujet. Je pense que là, on va mettre un terme au webinaire, 1h17, bah, c'est pas mal, on a été plus loin que d'habitude. Moi, j'ai été heureux d'animer ce webinaire et de faire partie de cette équipe. Je vais te laisser la parole, Fabien, qui toi nous a réunis, nous rassemble autour de ce projet qui est pas forcément facile pour les entrepreneurs que nous côtoyons, mais il y a beaucoup de choses à faire et on peut vraiment faire du bon boulot. Juste, je vais te laisser le mot de la fin, Fabien. Pour conclure. Et puis voilà, je te remercie de nous avoir réunis. C'est une belle aventure en tout cas de faire partie de Provider Restructuring, Provider Consulting. Oui, en fait, pendant ces 3 séminaires, on a souhaité en fait vous montrer les différentes possibilités de sortie de crise. Ce dernier webinaire en fait est un peu plus technique, voire franchement plus technique que les précédents. Mais notre volonté était vraiment de dire, patrons de PME, n'ayez pas peur de dire: «Il va falloir que je me mette sous la protection du tribunal». C'est une chance. Le droit français est très protecteur en la matière et ce serait vraiment dommage de vous priver de cette opportunité-là. Les équipes de Provider Restructuring, en fait, mettent à vos dispositions, ces 4 champs d'expertise, hein, le juridique, l'expertise comptable, la finance et la connaissance de la procédure pour vous donner toutes les chances de passer un mauvais moment. La crise sanitaire est terminée, on l'espère tout au moins. La crise économique ne fait que commencer. On a vu des secteurs comme l'aéronautique, qui était un secteur qui allait extrêmement bien, qui va rentrer dans une phase de turbulence très importante. Les sous-traitants de 2e, 3e rang qui avaient tout misé sur un segment d'activité, investi de façon très importante, peuvent se retrouver très rapidement en surendettement. Eh ben, n'hésitez pas à avoir recours à nos services, à notre conseil, et puis on fera tout pour vous aider à vous en sortir. Bon, on va faire la photo de famille, on va tous rallumer nos caméras. Si Olivier Bauduin a sa caméra qui fonctionne, ça sera super.
une petite pensée pour Riaz, pour Sébastien Quot qui nous a aussi accompagnés pendant ces différents webinaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Providers Group. Et puis, vous pouvez continuer à nous interpeller, à venir nous rencontrer, à échanger avec nous sur la page Facebook, sur la page LinkedIn, à travers l'email et le téléphone que vous trouvez sur le site Internet. Moi, personnellement, j'ai été ravi d'être avec vous cet après-midi, cette fin de journée. Et j'espère vous voir en vrai très, très bientôt. Merci Franck. Merci pour l'animation. Merci Franck. Merci à tous.